Le jour du mariage de mon fils était censé être le plus beau jour de ma vie. J'avais tort. Abonnez-vous maintenant. Vous ne devinerez jamais comment elle se termine. Je m'appelle Marguerite Dubois. J'ai 65 ans et j'ai passé 40 années à construire un empire architectural qui porte mon nom. Des hôtels de luxe aux Champs-Élysées aux résidences privées de Neuilly, ma signature orne les plus beaux espaces de France. Mais ce matin-là, en ajustant ma robe Chanel devant le miroir de ma chambre à coucher, je ne savais pas que j'étais sur le point de découvrir que tout ce que j'avais bâti était devenu une cage dorée. Le parfum de jasmin flottait dans l'air depuis le jardin de la propriété familiale à Versailles. Cette maison, je l'avais achetée pierre par pierre avec mes premiers profits d'architecte, à une époque où les femmes dans ma profession étaient rares comme des diamants noirs. Chaque pièce racontait mon histoire, les poutres en chêne que j'avais personnellement sélectionnées, les fenêtres à meneaux que j'avais dessinées pour capturer la lumière parfaite de l'après-midi, les jardins que j'avais plantés de mes propres mains quand Julien était encore enfant. Julien, mon fils unique, mon héritier, mon plus grand fierté, et comme je l'allais découvrir, ma plus profonde déception. Le téléphone avait sonné à 7 heures ce matin-là. Sa voix, cette voix que j'avais bercée dans mes bras quand il avait la fièvre, cette voix que j'avais applaudie lors de sa remise de diplôme de HEC, résonnait maintenant avec une froideur que je ne reconnaissais pas. Maman, un petit changement pour aujourd'hui. Amélie pense qu'il serait mieux que tu arrives un peu plus tard à l'église. Vers 11 heures plutôt que 10 heures. Tu comprends, la famille de la mariée a certaines traditions. Amélie, sa nouvelle épouse. 28 ans, cheveux blonds platine, sourire parfait et regard calculateur. Une jeune femme qui avait étudié l'art à Sciences Po, non pas par passion, mais parce que c'était chic et que cela impressionnait dans les dîners parisiens. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. J'aurais dû entendre dans sa voix ce que mon cœur refusait d'accepter. Mais l'amour maternel rend aveugle, même à 65 ans. Je suis arrivé à l'église Saint-Sulpice à 11 heures précises, vêtu de ma plus belle robe, celle que j'avais fait confectionner spécialement pour cette occasion par un couturier de la rue Saint-Honoré. Mes bijoux Cartier, ceux que j'avais achetés pour célébrer mon premier grand contrat, scintillaient sous les lumières de l'église. Mais quand je suis entré, quelque chose n'allait pas. Les places d'honneur au premier rang étaient occupées par des visages que je ne reconnaissais pas. Des cousins éloignés de la famille d'Amélie, des amis de dernière minute. Moi, la mère du marié, j'avais été reléguée au troisième rang, coincée entre le comptable de la famille et sa femme qui sentait trop fort l'eau de rose. Mon estomac s'est serré. Mes mains ont commencé à trembler légèrement. Pas de colère, pas encore, mais d'une prise de conscience sourde qui commençait à faire son chemin dans mon esprit. Pendant la cérémonie, j'ai regardé mon fils. Il était magnifique dans son costume sur mesure, celui que j'avais payé, naturellement. Ses cheveux châtains parfaitement coiffés, sa posture droite, tout ce que j'avais enseigné. Mais quand ses yeux ont croisé les miens, il y avait quelque chose, une distance, une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. À côté de lui, Amélie rayonnait dans sa robe Vera Wang. Une robe à 15 000 € que j'avais financée, bien sûr. Tout comme le mariage, d'ailleurs. Les fleurs, le traiteur, la location du château pour la réception, les photographes, l'orchestre, tout portait ma signature financière. Mais au moment où ils se sont dit oui, j'ai réalisé que je n'étais plus qu'un compte en banque avec des jambes. La réception s'est déroulée dans un château du XVIIIe siècle que j'avais restauré moi-même 15 ans plus tôt. Chaque détail architectural de ce lieu portait mon empreinte. Les fenêtres que j'avais redessinées, les jardins que j'avais réaménagés, les salons que j'avais redécorés. C'était mon œuvre, transformée pour l'occasion en décor de conte de fées pour une union qui commençait déjà à me sembler amère. Les premières heures se sont bien passées. J'ai souri, j'ai serré des mains,
J'ai accepté les compliments sur la réussite de mon fils avec une grâce que 40 ans dans les affaires m'avaient apprise. Mais les signaux d'alarme se multipliaient. D'abord, il y a eu la table d'honneur. J'avais naturellement supposé que j'y serais assise, à la droite ou à la gauche de mon fils. Au lieu de cela, j'ai découvert que ma place était à une table près de la cuisine, avec le personnel de service et quelques invités de dernière minute. Quand j'ai discrètement questionné Amélie à ce sujet, sa réponse m'a glacé le sang. « Oh, Marguerite, elle avait dit avec un sourire qui ne remontait pas jusqu'à ses yeux, nous avons pensé que vous seriez plus à l'aise avec, comment dire, les gens de votre génération. La table d'honneur, c'est vraiment pour la famille proche et les amis intimes. » La famille proche. J'étais la mère du marié, mais je n'étais pas considérée comme famille proche. Mes joues ont rougi, mais j'ai gardé mon calme. 40 ans dans un milieu dominé par les hommes m'avaient appris à encaisser les coups sans broncher. Mais quelque chose en moi commençait à se tendre, comme une corde de violon qu'on serre trop fort. Ensuite, il y a eu le discours de Julien. Debout devant l'assemblée, il a parlé de gratitude, d'amour, d'avenir. Il a remercié les parents d'Amélie pour leur accueil chaleureux dans leur famille. Il a remercié ses amis pour leur soutien. Il a même remercié le traiteur. Mais moi, sa mère, celle qu'il avait élevée seule après la mort de son père quand il avait 8 ans, celle qui avait travaillé 80 heures par semaine pour lui payer les meilleures écoles, les vacances en Suisse, l'appartement à Londres pendant ses études, pas un mot. J'étais devenu invisible. Le moment décisif est arrivé pendant le dîner. J'étais assise à ma table près de la cuisine, poussant distraitement ma salade niçoise dans mon assiette, quand j'ai entendu Amélie parler fort au téléphone près des toilettes. Elle ne savait pas que j'étais là. « Non, maman, ne t'inquiète pas. » Julien a confirmé. Dès que nous serons revenus de notre lune de miel aux Maldives, elle signera tous les papiers. L'entreprise, les propriétés, tout. Le notaire dit que c'est juste une formalité. À son âge, elle sera soulagée de ne plus avoir à gérer tout ça. Mon sang s'est figé dans mes veines. Tu te rends compte? Une entreprise qui vaut 30 millions d'euros, plus toutes les propriétés. Et elle nous fait confiance aveuglément. Julien dit qu'elle a toujours été un peu naïve quand il s'agit de la famille. Naïve. Moi, Marguerite Dubois, qui avait négocié des contrats avec les plus gros promoteurs de France, qui avait survécu à 3 récessions économiques, qui avait construit un empire à la force de mes poignets, j'étais naïve. Mes mains ont commencé à trembler. Non pas de peur, mais de quelque chose de beaucoup plus dangereux, une colère froide et calculée qui montait en moi comme une marée noire. Je suis retournée à ma table, mais je n'entendais plus la musique, je ne voyais plus les visages souriants autour de moi. Mon esprit d'architecte, habitué à résoudre des problèmes complexes, commençait déjà à élaborer des plans. La soirée s'est poursuivie autour de moi comme si rien ne s'était passé. Les invités riaient, dansaient, buvaient le champagne que j'avais payé. Mais moi, j'étais ailleurs. J'étais en train de dessiner les plans d'une autre sorte de construction, la reconstruction de ma propre vie et la déconstruction soigneuse de leurs illusions. À 23 heures, pendant que la fête battait son plein, je me suis discrètement éclipsé. Personne n'a remarqué mon départ. Pourquoi l'aurait-il fait? Je n'étais plus qu'un accessoire dans leur mise en scène. De retour chez moi, dans ma maison silencieuse de Versailles, j'ai retiré mes bijoux un par un. Chaque pièce représentait un triomphe, une victoire durement gagnée. Les boucles d'oreilles que j'avais achetées après mon premier prix d'architecture. Le collier que je m'étais offert quand j'avais ouvert mon second bureau. La montre que j'avais choisie le jour où j'avais signé le contrat le plus important de ma carrière. J'étais Marguerite Dubois. J'avais construit ma réputation sur l'excellence, la précision et la capacité à voir plus loin que les autres. Il était temps d'appliquer ces compétences à ma propre situation. À minuit, j'ai ouvert mon carnet d'adresses en cuir rouge.
pas celui de mon téléphone, l'ancien, celui où j'écrivais à la main les coordonnées des personnes vraiment importantes. Mon notaire personnel, mon avocat d'affaires, mon banquier privé, mon expert comptable. Le premier appel était pour Maître Laurent, mon notaire depuis 20 ans. Un homme discret et efficace qui avait géré toutes mes acquisitions importantes. Marguerite, il est minuit passé, tout va bien. Laurent, j'ai besoin de vous voir demain matin à la première heure. Il y a des changements importants à faire. Quel genre de changement? Le genre qui nécessite une discrétion absolue. Le lendemain matin, dimanche, dans le bureau feutré de Maître Laurent avenue Foch, j'ai posé mes cartes sur la table. Toutes mes cartes. Je veux réviser intégralement mon testament. Je veux aussi examiner tous les documents que Julien pourrait avoir signés concernant l'entreprise. Et je veux comprendre exactement quels sont mes droits concernant les biens que j'ai mis à son nom au fil des années. Laurent, habitué à mes décisions rapides et réfléchies, a pris des notes sans poser de questions. Mais je voyais dans ses yeux qu'il comprenait que quelque chose d'important s'était passé. Marguerite, puis-je vous demander ce qui a motivé cette décision? On m'a fait comprendre hier soir que j'étais devenu un fardeau. Il est temps que je redevienne un choix. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités discrètes mais intenses. Pendant que Julien et Amélie étaient en lune de miel aux Maldives, postant des photos de leurs cocktails sur la plage sur Instagram, j'étais en train de restructurer minutieusement ma vie. Première découverte, Julien avait effectivement commencé des démarches pour prendre le contrôle de l'entreprise. Des papiers que je n'avais jamais vus avaient été préparés, attendant ma signature pour simplifier la gestion, comme il me l'avait expliqué 6 mois plus tôt. J'avais repoussé cette conversation, trop occupé par un grand projet à la Défense. Maintenant, je comprenais pourquoi il n'avait pas insisté. Deuxième découverte, plusieurs de mes comptes bancaires avaient été arrangés de façon à donner à Julien un accès d'urgence en cas de problème de santé. Très prévoyant de sa part. Très prévoyant et très calculé. Troisième découverte, la propriété de Versailles, celle où j'avais vécu pendant 30 ans, avait été transférée dans une SCI dont Julien était le gérant majoritaire. Pour optimiser les taxes, m'avait-il dit. J'avais signé sans réfléchir, faisant confiance à mon fils. Chaque découverte était un coup de poignard, mais aussi un élément de plus dans mon plan de reconstruction. Le mercredi suivant le mariage, j'ai convoqué mon équipe rapprochée. Mon avocat d'affaires, ma directrice financière, mon expert comptable et mon notaire. Une réunion qui, dans d'autres circonstances, aurait pu concerner l'expansion de l'entreprise ou l'acquisition d'une nouvelle propriété. Mesdames et messieurs, j'ai pris une décision importante concernant l'avenir de l'entreprise Dubois Architecture. J'ai posé devant eux une chemise en cuir contenant tous les documents que j'avais rassemblés. Je veux créer une fondation. La Fondation Marguerite Dubois pour l'architecture durable et l'égalité des chances. Cette fondation recevra 70% de mes biens personnels et de mes parts dans l'entreprise. Le silence dans la pièce était palpable. Madame Dubois, mon avocat a commencé prudemment, c'est une décision très importante. Avez-vous discuté de cela avec votre fils? Mon fils aura sa part. Un trust fund qui lui garantira une vie confortable. 2 millions d'euros, plus un salaire décent s'il souhaite continuer à travailler dans l'entreprise. Sous ma direction. Ma directrice financière a ajusté ses lunettes. Et les parts de l'entreprise que nous avions prévu de lui transférer. Annulées. L'entreprise reste sous mon contrôle jusqu'à ma mort. À ce moment-là, elle passera à la fondation qui la dirigera selon mes principes et mes valeurs. En sortant de cette réunion, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, un sentiment de liberté absolue. Pour la première fois depuis longtemps, j'agissais pour moi, selon mes propres termes. Le jeudi, j'ai appelé mon banquier.
Bonjour Richard. J'ai besoin que vous bloquiez immédiatement tous les accès au compte que j'avais arrangé pour Julien. Avec effet immédiat. Madame Dubois, puis-je vous demander la raison? Disons que j'ai réévalué le niveau de maturité financière de mon fils. Le vendredi, j'ai contacté le promoteur avec qui Julien négociait depuis 6 mois un contrat de 15 millions d'euros pour la construction d'un complexe résidentiel à Cannes. Un projet qu'il comptait annoncer comme son premier grand succès indépendant. Monsieur Vernet? Marguerite Dubois à l'appareil. Je vous appelle concernant le projet de Cannes. Ah, Madame Dubois. Nous attendons la signature finale avec votre fils mardi prochain. J'ai bien peur qu'il y ait eu un malentendu. L'entreprise Dubois Architecture se retire de ce projet. Avec nos excuses. Le silence au bout de la ligne a été suivi d'une explosion de protestations. J'ai écouté poliment, puis j'ai expliqué que des divergences stratégiques internes nécessitaient cette décision. Mes avocats se chargeraient des détails techniques. Le samedi, exactement une semaine après le mariage, j'ai reçu un appel paniqué de Julien depuis les Maldives. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Vernet m'a appelé en hurlant. Il dit que tu as annulé le contrat de Cannes. Sa voix avait perdu sa froideur récente. Il y avait de la peur dedans. De la peur et une panique mal contrôlée. Bonjour Julien. J'espère que tu passes une belle lune de miel. Maman, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai pris quelques décisions concernant l'avenir de l'entreprise. Et concernant mon avenir. Quelle décision? Tu ne peux pas prendre de décisions importantes sans me consulter. Ah, voilà. Le masque tombait enfin. Je ne peux pas? Julien, pourrais-tu me rappeler qui est propriétaire de cette entreprise? Un silence. Puis la voix d'Amélie en arrière-plan, stridente et paniquée. Maman, écoute-moi bien. Tu ne vas pas bien. Tu es fatiguée? Tu es confuse. Quand nous rentrerons, nous irons ensemble voir un médecin. Confuse. À 65 ans, après avoir dirigé une entreprise de 30 employés pendant 40 ans, j'étais confuse. Julien, mon chéri, je n'ai jamais eu les idées plus claires. Profitez bien de votre voyage. À votre retour, nous aurons une conversation très importante. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Les 3 jours suivants ont été les plus paisibles que j'avais connus depuis des mois. J'ai jardiné, j'ai lu, j'ai cuisiné pour moi-même, des plats simples que j'aimais mais que je ne préparais plus jamais quand Julien venait dîner parce qu'Amélie était végétalienne, ou sans gluten, ou suivait je ne sais quel régime à la mode. J'ai aussi appelé mes vieux amis. Des personnes que j'avais négligées ces dernières années, trop occupées à essayer de maintenir une relation avec un fils qui s'éloignait de moi. Marie, mon ancienne associée, maintenant retraitée en Provence. Marguerite. Quelle surprise! Comment s'est passé le mariage de Julien? Révélateur, Marie. Très révélateur. Ah, je vois. Tu veux venir passer quelques jours ici? J'ai un projet de rénovation d'une vieille ferme qui pourrait t'intéresser. Pour une association locale. Pour la première fois en une semaine, j'ai souri vraiment. J'aimerais beaucoup, Marie. J'aimerais beaucoup. Le mardi suivant, jour du retour prévu de Julien et Amélie, j'ai organisé quelque chose de spécial. Un dîner de bienvenue dans ma maison de Versailles. J'ai invité quelques personnes triées sur le volet. Mon notaire, mon avocat, ma directrice financière et 2 journalistes spécialisés dans l'architecture et l'immobilier que je connaissais depuis des années. L'invitation que j'avais envoyée à Julien était simple. Dîner de bienvenue pour les nouveaux mariés. 19h30 tenue de ville exigée. Ils sont arrivés bronzés, détendus, rayonnants. Amélie portait une robe légère qui avait dû coûter une fortune, et Julien arborait cette assurance décontractée des hommes qui croient avoir tout sous contrôle. Mais dès qu'ils ont vu les autres invités,
quelque chose a changé dans leur attitude. Maman, Julien m'a pris à part pendant l'apéritif. Qu'est-ce que Laurent fait ici? Et pourquoi as-tu invité des journalistes? Mon chéri, j'ai une annonce importante à faire. Il me semblait normal d'avoir quelques témoins. Pendant le dîner, j'ai joué la parfaite hôtesse. J'ai parlé d'architecture avec les journalistes, discuté de l'égalité avec Laurent, évoqué des souvenirs avec Marie qui était venue spécialement de Provence. Julien et Amélie étaient de plus en plus tendus à mesure que la soirée avançait. Au moment du dessert, une tarte tatin que j'avais préparée moi-même, la recette de ma mère, je me suis levée. Mes amis, j'ai profité de la présence de Julien et Amélie pour faire une annonce qui me tient à cœur. Tous les regards se sont tournés vers moi. Dans la lumière douce de ma salle à manger, entourée de ces meubles que j'avais choisis avec amour, je me suis sentie chez moi pour la première fois depuis des mois. Comme vous le savez, j'ai consacré ma vie à deux choses, l'architecture et ma famille. Aujourd'hui, à 65 ans, j'ai décidé qu'il était temps de donner un nouveau sens à mon héritage. J'ai vu Amélie blanchir. Julien s'est redressé sur sa chaise. J'ai créé la Fondation Marguerite Dubois pour l'architecture durable et l'égalité des chances. Cette fondation recevra la majorité de mes biens et dirigera l'entreprise Dubois Architecture selon des principes que je défends depuis 40 ans, l'excellence, l'intégrité et le respect. Un des journalistes a sorti son carnet. Laurent souriait discrètement. Cette fondation financera des bourses pour de jeunes femmes architectes, soutiendra des projets d'habitat social innovants et préservera l'indépendance de l'entreprise familiale face aux tentations purement commerciales. Je me suis tournée vers Julien et Amélie. Bien sûr, la famille reste importante. Julien bénéficiera d'un trust fund qui lui garantira sécurité et confort. Et s'il souhaite continuer à travailler dans l'entreprise, il y aura toujours une place pour lui. Une place qu'il devra mériter par son travail et son engagement, pas par son nom de naissance. Le silence qui a suivi était assourdissant. Amélie a été la première à réagir. Mais nous avions des projets. L'expansion internationale, le rachat de l'agence Moreau, l'appartement à New York. Vous aviez des projets avec mon argent, ma chère Amélie. Maintenant, vous allez devoir faire vos propres projets avec vos propres moyens. Julien avait l'air d'un homme qui vient de recevoir un seau d'eau glacée. Maman, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Vous êtes ma famille quand cela vous arrange, Julien. La semaine dernière, à ton mariage, j'ai eu l'impression d'être une étrangère. Une étrangère riche et utile, mais une étrangère quand même. Ma voix était calme, posée. Pas de colère, pas de drame. Juste des faits énoncés avec la précision d'un architecte qui présente ses plans. Tu m'as mise à une table près de la cuisine. Ta femme a parlé de moi comme d'une vieille dame confuse qu'il fallait convaincre de signer des papiers. Vous avez planifié de prendre contrôle de tout ce que j'ai construit sans même me demander mon avis. Amélie a essayé de protester, mais je l'ai arrêtée d'un geste. J'ai 65 ans, pas 95. J'ai toute ma tête et j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Mais je les accomplirai selon mes termes, pas selon les vôtres. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une atmosphère glaciale. Les journalistes ont posé quelques questions sur la fondation, Laurent a évoqué les détails techniques, Marie a parlé de ses projets en Provence. Julien et Amélie sont partis tôt, sans dire au revoir. Dans les semaines qui ont suivi, il y a eu des appels. Des appels en colère, des appels larmoyants, des tentatives de négociation. Julien a même essayé de faire intervenir des amis communs pour me raisonner. Mais ma décision était prise. 3 mois plus tard, la Fondation Marguerite Dubois était officiellement lancée. Les journaux ont parlé d'un geste philanthropique remarquable et d'un exemple d'engagement social.
Le magazine Architecture française m'a consacré sa couverture avec le titre « Marguerite Dubois, l'architecte qui construit l'avenir ». Julien a fini par accepter un poste dans l'entreprise. Pas celui de directeur général qu'il escomptait, mais celui de chef de projet senior. Il travaille maintenant sous la direction de ma nouvelle directrice générale, une brillante femme de 40 ans que j'ai recrutée spécialement. Amélie a quitté Paris. Leur mariage n'a pas survécu à l'effondrement de leurs rêves financiers. Julien vit maintenant dans un appartement qu'il paie avec son salaire, conduit une voiture qu'il a achetée avec ses propres moyens et commence lentement à comprendre la valeur du travail. Parfois, il vient dîner à la maison. Nous parlons d'architecture, de projets, de l'avenir. Ces conversations sont différentes maintenant. Plus vraies, plus respectueuses. Il me regarde avec les yeux d'un homme qui a appris que sa mère n'était pas juste un distributeur automatique d'argent, mais une personne avec sa propre volonté et sa propre dignité. Ce matin, j'étais dans mon bureau avenue Foch, en train d'examiner les plans d'une résidence pour femmes architectes en début de carrière, le premier grand projet de la Fondation, quand ma secrétaire m'a apporté une lettre. L'enveloppe portait l'écriture de Julien. « Maman, cela fait maintenant 6 mois depuis le dîner où tu as changé le cours de nos vies. 6 mois pendant lesquels j'ai été en colère, puis confus, puis reconnaissant. Tu avais raison. J'étais devenu quelqu'un que je n'aimais pas. Quelqu'un qui prenait sans donner, qui réclamait sans mériter. Quelqu'un qui avait oublié que derrière la femme d'affaires se trouvait ma mère, la femme qui m'avait tout donné. Je ne te demande pas de revenir sur tes décisions. Elles sont justes. Mais je te demande de me laisser te prouver que je peux redevenir le fils dont tu pourrais être fier. Je t'aime, maman. Pas ton argent, pas ton entreprise. Toi, Julien. » J'ai posé la lettre sur mon bureau et j'ai regardé par la fenêtre. Paris s'étendait devant moi, avec ses toits d'ardoise et ses avenues élégantes. Quelque part dans cette ville, des projets prenaient forme, des rêves se construisaient, des vies se transformaient. Ma vengeance était terminée. Elle n'avait pas eu le goût amer que j'attendais. Elle avait eu le goût de la liberté. À 65 ans, j'avais appris quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa propre histoire. Il n'est jamais trop tard pour rappeler aux autres, et à soi-même, qui on est vraiment. Je suis Marguerite Dubois. J'ai construit un empire. J'ai élevé un fils. J'ai survécu à une trahison. Et maintenant, j'écris le dernier chapitre de ma vie selon mes propres règles. Le respect ne se donne pas. Il se mérite. L'amour non plus ne se prend pas. Il se gagne. Et la dignité ne s'achète jamais. Elle se préserve, pierre par pierre, comme on construit une cathédrale.